Bonjour tout le monde. Un. Bonjour tout le monde. Deux. On va voir si ça va fonctionner. Ah, ça a l'air fonctionner. On va en prendre seulement deux pour avoir votre attention. Donc, rebonjour. Mon nom est Louis Lévesque. Je suis le directeur général de Finance Montréal. Je suis très heureux d'être ici à Québec. En fait, c'est un retour. J'ai passé 32 ans de ma vie ici. Et je suis très heureux d'être au colloque sur la retraite et l'investissement institutionnel. Le thème de la conversation d'aujourd'hui est très pertinent pour Finance Montréal, c'est l'innovation. La semaine dernière, à Montréal, on avait notre forum annuel, le forum FinTech. On avait plus que 2700 personnes qui sont venues parler de l'innovation libre en finance, notamment ce qu'on appelle dans le jargon l'open banking. Et je pense que ce qui est de plus en plus clair pour le secteur financier, c'est que les technologies, ça va être révolutionnaire comme ça a été pour le commerce de détail, comme ça a été pour le réseautage. Et on a eu une très, très belle conférence qui nous a vraiment montré des chemins, mais surtout nous a permis de réseauter, nous a permis d'avoir plein de monde de Québec, du reste du Canada, de la planète au complet. Donc, on était très contents. Je vais vous présenter les personnes qui aujourd'hui vont vous parler. Je dirais que c'est un panel qui se qualifie d'expertise et d'expérience. OK, vous avez d'un côté un actuaire et de l'autre côté, vous avez un comptable, tous les deux qui ont un parcours de plus d'une trentaine d'années dans le secteur financier. Richard Payette, qui est président et chef de la direction de Manuvie Québec, d'un côté, et Grégory Crispin, qui est premier vice-président gestion de patrimoine et assurance de personnes chez Desjardins, et qui est donc toute une richesse d'expérience dans le secteur financier, et qui vont être animés, leur conversation va être animée par René Vézina, aussi un journaliste d'expérience et de beaucoup d'expertise, typiquement pour poser des questions qui mettent les gens dans le trouble. Mais je pense qu'il va être quand même aussi aujourd'hui très, très, très gentil et raisonnable. C'est toujours ça qu'on veut, les gens. Moi, j'étais ancien sous-ministre au gouvernement fédéral, puis on nous posait souvent des questions devant un comité parlementaire. Et la principale leçon qu'on apprend, c'est la période des questions, c'est pas la période des réponses. Donc, il faut toujours avoir la réponse pensée à l'avance des questions. Mais on devrait avoir un dialogue très intéressant aujourd'hui. Bon, bien, merci tout le monde et je vous souhaite une excellente conférence. Merci beaucoup, M. Lévesque. Avant de poursuivre, la première des choses, je voulais mentionner que je suis président sortant, malheureusement. J'ai eu 2 belles années comme président à CFA Québec et le président actuel ne pouvait pas être là aujourd'hui, donc je le remplace. Avant de poursuivre, on va avoir le technicien qui va venir sur la scène vous démontrer l'application pour pouvoir poser des questions durant la présentation. Et puis, par la suite, on va enchaîner. Alors, merci. Bonjour tout le monde, je suis le technicien. Alors, l'application pour démocratiser le processus de questions s'appelle Slido. Donc, on voit apparaître ici slido.com. Vous pouvez aller sur votre cellulaire, taper slido.com. Vous allez tomber sur Slido qui va vous demander le numéro. Le numéro à mettre, c'est 6149. Et puis, vous pouvez le faire présentement si quelqu'un est déjà rendu. Normalement, sa question apparaîtrait. Donc, ça peut être une question qui m'est adressée, qui est à titre personnel. Alors, est-ce que quelqu'un est présentement en train de le faire? C'est supposé fonctionner, sinon on a un problème. Ah, good job! Donc, la suite, c'est que les gens peuvent voter. Vous voyez, on peut voter et puis ça va donner une importance à la question. Les gens peuvent regarder, puis quand ils les aiment, ils leur donnent un petit pouce en l'air, ce qui fait qu'on va poser les questions qui ont le plus de votes et puis on va avoir un plaisir fou. Alors sur ce, on accueille nos panélistes qui vont venir nous initier à leur sujet. Merci. Mets-toi au milieu. Alors, ouais.
Alors, merci, monsieur le technicien, parce qu'on m'a demandé si je pouvais moi-même expliquer le sling machin. Là. Slido. OK, Slido. Je préférais prendre les questions plutôt que... Alors, je vais laisser la parole à tour de rôle. J'entendais monsieur de Finance Montréal dire qu'il revenait à Québec. Et moi, non seulement je reviens à Québec, mais vous êtes ici à peu près sur la terre de mon grand-père. Ah, mon Dieu. À 1 kilomètre plus à l'est, en face de Place Laurier, en descendant, mais en bas du chemin Saint-Louis, c'était chez Joseph Vézina. Alors, je suis content de vous accueillir chez moi, à peu près. Essayez de ne pas piétiner les plates-bandes en partant, et on va pouvoir commencer la discussion. En laissant d'abord peut-être la parole à M. Crispin. Oui, bien sûr, merci. Donc, bonjour à tous. Clément, merci beaucoup pour la belle introduction. Ça fait effectivement déjà plusieurs années qu'on a une belle relation avec Cercle Finance. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir très nombreux ici. Donc, sans plus tarder, on avait convenu de faire une brève allocution pour peut-être introduire le sujet. Dans le fond, ce sur quoi on veut échanger, c'est un sujet qui est vraiment au cœur des préoccupations des entreprises et du quotidien des ménages, ainsi que des individus. Donc, c'est vraiment un sujet qui est très rassembleur. Peut-être juste en entrée de jeu, permettez-moi de revenir un peu en arrière, plus précisément le 9 janvier 2007. Donc, il y aura bientôt 12 ans, Steve Jobs dévoilait au grand public le tout premier iPhone. Ça fait juste 12 ans. C'est pas si loin de nous. Au fond, il est quand même impressionnant de voir à quel point les choses ont changé depuis l'arrivée du premier téléphone intelligent. Vu sous cet angle, le thème que nous abordons aujourd'hui, l'urgence de se transformer, l'impact de l'innovation au sein des institutions financières, c'est tout à fait pertinent, effectivement. Il nous questionne sur l'importance pour les entreprises d'être au diapason de la réalité qui les entoure afin de répondre de la meilleure façon possible. Quand on parle de ce sujet-là, je pense qu'il y a 5 éléments qui sont dignes de mention. Premièrement, les motivations qui nous amènent comme entreprise à regarder ces éléments-là. L'expérience axée sur le client, ça, je pense que ça fait pas mal l'unanimité. La concurrence forte, puis la concurrence n'est pas nécessairement dans le même secteur dans nos entreprises. On parle souvent des GAFAM, le Google, Amazon et autres. Donc ça, c'est une réelle concurrence parce qu'ils se transforment, puis ils peuvent venir changer la nature de nos opérations. Naturellement, ça amène l'accent sur l'innovation. On a aujourd'hui de meilleures capacités computationnelles. Vous réalisez que chacun d'entre vous qui avait un téléphone, une tablette, vous avez des ordinateurs qui sont probablement plus puissants que les ordinateurs qui ont guidé les premières fusées sur la Lune. Ça, c'est la réalité. Finalement, le big data, donc les données massives, ça, on en parle tous, mais comment on organise tout ça? Et peut-être finalement, ce que ça nous force à faire, c'est de nous transformer. On est tous pris dans une certaine mesure avec ce qu'on appelle des systèmes patrimoniaux, les legacy systems. Donc tout ça, ça nous force à repenser nos façons de faire. Donc vous le savez, les habitudes des consommateurs se sont transformées, poussées par les avancées technologiques. Nos habitudes ont changé. De fait, notre tablette ou notre téléphone ont profondément modifié notre rapport aux institutions et aux entreprises. Force est de constater que pour les assureurs comme pour les banques, la nécessité de se projeter vers l'avant est bien réelle. La place de la technologie dans nos habitudes de vie a connu une croissance fulgurante. Plus du 2/3, donc près de 68% des Canadiens utilisent désormais des modes numériques, Internet, appareils mobiles et autres, pour accéder aux services bancaires. L'Internet a également permis d'ouvrir les portes d'une autonomie qui déborde les limites des transactions financières quotidiennes. En effet, les gens préfèrent de plus en plus les informations glanées ici et là sur Internet à celles fournies par un professionnel de l'assurance ou de la finance. La démocratisation de l'information qu'a amené l'Internet amène beaucoup de ménages et d'individus à se sentir mieux équipés et plus confiants. En 2015, 29% des Canadiens disaient préférer avoir recours à un fournisseur de services financiers traditionnel. En 2017, ce nombre était de 18%. En matière de placement, un nombre croissant d'investisseurs choisissent de gérer leurs avoirs de façon autonome. L'industrie du courtage en ligne est passée de 135 milliards en 2005 à 440 milliards au 31 décembre 2017.
Ce ne sont là que quelques exemples qui montrent à quel point les habitudes de consommateurs se sont profondément transformées grâce et par les technologies numériques. Alors, il n'y a pas que les consommateurs qui ont changé, le marché lui-même est en pleine mutation. De nouveaux joueurs, on en a parlé, font leur arrivée dans le marché et ils bousculent les règles établies. Elles ont une offre de services très ciblée et précise, ainsi qu'une grande volonté d'innover en matière d'utilisation de technologies. Je prends comme exemple l'arrivée des comparateurs en ligne ou encore la micro-assurance ou assurance sur demande. Ce service relativement nouveau permet à une personne d'obtenir, grâce à son cellulaire, une police d'assurance vie qui dure la durée d'un vol commercial de quelques heures. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Union européenne a apporté des modifications à sa réglementation afin de permettre une ouverture du marché des transactions financières jusque-là réservées aux banques. La directive sur les services de paiement 2, connue sous l'acronyme DSP2, ouvre aux tiers les données financières des clients des institutions financières. Tout porte à croire que cela aura une influence énorme. Très prochainement, les Européens pourront utiliser Google ou Facebook pour payer leurs factures, acheter des fonds, gérer les finances de leurs entreprises ou analyser leurs habitudes de consommation, et ce, tout en conservant leurs avoirs à la banque. De l'autre côté du globe, l'Australie va probablement emboîter le pas à l'Union européenne et légiférer en faveur du partage des banques de données. Le Canada, quant à lui, en est à évaluer les tenants et les aboutissants. Nous verrons donc bientôt si les instances fédérales vont, elles aussi, ouvrir les portes au partage de données à des tiers ou ce qu'on appelle l'open banking. M. Lévesque en a parlé. La force de l'analyse de données peut également être mise à profit par les assureurs qui pourront mieux adapter leurs offres à une clientèle qu'ils connaissent beaucoup mieux, et ce, avec un grand respect de la confidentialité. Il semble clair que le présent est déjà façonné par la technologie et que l'avenir, pas si lointain, le sera encore plus. Nous croyons toutefois qu'il faut éviter de prendre les moyens pour des finalités et oublier l'essentiel, les clients et leurs besoins. Ainsi, malgré la force des outils, il y aura toujours une place pour le conseil et une approche personnalisée. La transformation qui est devant nous est avant tout une transformation des modèles d'affaires. C'est offrir des produits, services et outils concrets en continu, en s'inspirant de la rétroaction des consommateurs et de leurs besoins, clients et employés, pour faire évoluer nos solutions selon les besoins. Donc, Desjardins regarde résolument vers l'avenir et pose les gestes en ligne avec cette vision. Nous n'aspirons toutefois pas à devenir une entreprise numérique. Nous voulons utiliser le numérique au service de nos clients. Donc, nous sommes et demeurons une entreprise de personnes au service des personnes. Et l'urgence de se transformer doit être faite à leur bénéfice. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis un peu plus jeune que Grégory, alors je reviens aussi loin dans le temps. Je suis très, très heureux de prendre part à ce panel aujourd'hui parce que le monde vit une transformation qui, selon plusieurs experts, est une révolution industrielle. Et notre secteur, celui des services financiers, non seulement en fait partie, mais est bien positionné pour y être aux premières loges. Mais tout ça dépend de nous. Disons-le franchement, au départ, on vient d'un secteur traditionnel, plutôt conservateur, mais qui est appelé à évoluer. On a un choix à faire. Ou on subit le changement, ou on s'adapte et on profite de ces changements-là pour le plus grand bénéfice de l'ensemble de nos partenaires, que ce soit nos clients, nos employés ou nos actionnaires. C'est un fait, notre contexte réglementaire a évolué sensiblement. Et puis, il va continuer à évoluer. Qu'on pense, par exemple, à toutes les applications des nouvelles lois en matière d'encadrement des services financiers ou du secteur financier. Deuxièmement, des entreprises en démarrage agiles se positionnent dans des marchés qu'on pensait traditionnellement acquis. Et ça, c'est parce que la technologie le permet. Et c'est sans compter l'évolution rapide des géants comme les GAFA, Google, Amazon et autres compétiteurs non traditionnels en services financiers. Plus important encore toutefois,
Nos clients veulent avoir le contrôle de la relation d'affaires. Ils veulent choisir quand et comment ils nous parlent et ils veulent avoir une véritable influence sur le niveau de service qu'ils reçoivent. Manuvie a fait le choix d'aborder ces défis-là avec une approche ambitieuse. On se définit désormais comme un chef de file, un leader dans le monde numérique axé sur le client. On veut être à l'avant-garde et agir de façon proactive pour le bénéfice de nos clients, de nos employés et de nos actionnaires. Je vais prendre juste un des volets. Être axé sur nos clients, ça veut dire répondre à leurs attentes, et elles sont multiples. Ils souhaitent évidemment ou essentiellement qu'on les connaisse bien. Ils veulent qu'on personnalise notre offre de services et de produits. Ils s'attendent à ce que notre relation avec eux soit bonifiée, soit meilleure. Et qu'on ne se méprenne pas. Ce n'est pas business as usual avec quelques petits changements, une sorte d'évolution du statu quo. Je le répète, il s'agit d'une véritable révolution industrielle. Je vais vous donner rapidement quelques exemples de transformation dans notre organisation à cet égard-là. Pour améliorer la connaissance de nos clients, la clé réside dans le data, les données que nous avons. Tout récemment, on a été les premiers à lancer une nouvelle plateforme de planification de la retraite. Cette plateforme-là utilise l'information disponible dans nos banques de données, certaines données publiques, et est basée sur l'expérience de clients similaires dans leurs habitudes de consommation actuelles et à la retraite. Au cœur de cette plateforme-là réside l'intelligence artificielle. Comprenez-moi bien, c'est beaucoup plus, évidemment, qu'une calculatrice. Grâce à l'intelligence artificielle, l'outil connaît la moyenne des dépenses, que ce soit pour les loisirs, les médicaments ou les soins de santé, correspondant à quelqu'un comme vous. Ça nous permet évidemment de mieux planifier les besoins du client à long terme. Ça bonifie l'analyse et ça favorise des discussions plus pertinentes entre nos conseillers et nos clients. L'offre est donc beaucoup plus personnalisée. Un autre exemple, on a introduit un nouveau concept qui vise à encourager nos clients à adopter des saines habitudes de vie. On l'appelle le programme d'assurance vie Manuvie Vitalité. Grâce à l'Internet des objets connectés et dans certains cas aux technologies portables, montres Apple ou Fitbit ou téléphone intelligent, on incite les clients à faire de l'activité physique tout en bonifiant la relation qu'on a avec eux en temps réel. Alors que sur une base mensuelle, on pouvait ne pas avoir de relation avec un client d'assurance vie, aujourd'hui, on le voit dans les meilleurs cas, on a 20 interactions dans un mois, c'est majeur. Finalement, je me permets un dernier exemple, mais je ne détaillerai pas les opérations qu'on peut faire maintenant sur les applications de Manuvie en ligne ou sur un téléphone intelligent, en assurance, en investissement ou en service bancaire. Mais prenez le temps d'y penser. On parle de millions de transactions qui étaient effectuées sur papier, remplies à la main par les clients, puis saisies par des employés, et qui sont maintenant gérées automatiquement. En plus, on a atteint 1 million d'opérations traitées par nos robots en septembre dernier. Et on s'attend à ce que ce chiffre-là double d'ici à la fin de l'année, donc qu'on atteigne 2 millions de transactions. Et ça va doubler encore une fois, en fait plus que doubler, en 2019. Résultat, le nombre d'appels pour des simples formalités a été réduit de 20 % et le taux de satisfaction chez nos clients a augmenté. Il est 35 points de plus pour ceux qui ont l'assurance vie Manuvie Vitalité. Là où je veux en venir, c'est que l'automatisation des transactions répétitives et sans ajout de valeur pour nos clients et la robotisation nous permettent de consacrer davantage de temps à ce qui compte réellement pour eux. Parce que nos clients ont vraiment besoin de nous parler lorsque leur vie change. Et à cet égard-là, on a développé une approche gant blanc. Que ce soit lors de l'achat d'une maison, d'une naissance, la planification de la retraite, un mariage ou un deuil. C'est toujours à ces moments-là importants, qui sont exigeants et très émotifs, que nos clients apprécient un service personnalisé, à des moments où la relation humaine compte. Alors, on réduit le temps passé avec nos clients en procédure et en paperasserie. On les aide tous les jours en simplifiant leurs décisions et on passe plus de temps avec eux quand ça compte vraiment pour eux. Chez Manuvie, c'est ce qui nous a motivés à devenir une entreprise numérique et à poursuivre notre transformation à chaque jour. Merci. Merci, M. Payette. Écoutez, le thème de cet atelier, enfin de cette discussion, c'est la transformation. Vous avez fini avec ce terme. Et vous voyez l'ampleur
que ça peut maintenant ça peut prendre. Et les dimensions, en fait, c'est le mot qui vient quand on vous écoute tous les deux, c'est que c'est vertigineux. Tellement il y a de l'accélération, des services, mais tout ça dans un contexte où on a souvent l'impression que la technologie va plus vite que les humains et qu'on a peine à suivre le fil. Et je vais commencer avec vous, M. Crispin. Et d'ailleurs, c'est paradoxal. Vous avez dit, et j'avais repris les termes, qu'il y a de plus en plus de gens qui fonctionnent avec, et je prends là, des données glanées ça et là. Donald Trump appellerait ça des fake news. Mais il reste qu'il y a beaucoup de ces informations qui circulent et où les gens, peut-être par illusion, par candeur, se pensent mieux informés qu'ils sont. Le fait qu'on va chercher ces informations-là, ça et là, pour vous, qu'est-ce que ça traduit, d'après vous? Je pense que les gens, de façon générale, on a vu différentes crises. Il y a peut-être je ne vais pas dire une perte de confiance, mais les gens veulent reprendre certaines choses en main. Il y a différentes catégories. Puis naturellement, on ne veut pas peindre le tout du même pinceau, mais il y a de plus en plus de gens qui savent que l'information est disponible. Il y a une espèce de, je pense, d'asymétrie entre le public acheteur qui a besoin de s'informer. D'ailleurs, on l'a vu. Il y a d'autres industries qui ont été transformées, que ce soit l'industrie du voyage. Combien d'entre vous avez été auprès d'une agence de voyage pour planifier les vacances familiales? Je pense qu'il y en a de moins en moins parce que l'information est accessible. On peut aller sur Google, voir le quartier dans lequel on va louer l'appartement. Bien, ce sont le genre de choses, de comportements que les gens sont en train de transporter dans l'industrie financière. Ils veulent vraiment être maîtres d'œuvre de cette relation-là. Par contre, je pense que on en a parlé tous les deux dans nos allocutions respectives. La transformation numérique n'est pas seulement que de la technologie. Oui, on a besoin des engins technologiques, les données, mais c'est d'abord et avant tout une transformation, comme je disais, des modèles d'affaires, de la relation qu'on a avec les gens. Donc, à partir du moment où les gens veulent avoir un certain bagage d'informations devant le spécialiste parfois, mais aussi quand ils veulent être en mode autonome, bien ça vient changer le rapport de force. On parle beaucoup d'omnicanal dans ce segment-là. Bien, c'est vraiment pour ça. Je vais chercher l'information pour que lorsque je suis devant le spécialiste, bien, je puisse avoir une conversation qui est, entre guillemets, d'égal à égal. Au moins, je sais ce que je recherche. Je ne me fais pas, conter des histoires. Je suis capable de voir est-ce que ça a du sens parce que à la base, c'est une relation humaine, une relation de confiance. Donc, on essaie, comme je disais, de limiter cette asymétrie-là qui existe en termes d'expertise. Donc, c'est ce qu'on voit. Puis, beaucoup de gens veulent avoir un parcours fluide. On commence sur le mobile, on continue à la maison sur le web, on appelle ou on va sur un chatbot. C'est vraiment ce parcours-là qui, je pense, change la façon dont les gens consomment aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a une illusion? Peut-être, en termes d'information, mais au moins, ils arrivent généralement, un certain segment de population arrive généralement mieux informés. Et quand on est mal pris, on demande à son ado de nous expliquer comment fonctionne. Il y a ça aussi. Monsieur Payet. Ce qui est intéressant aussi quand on s'informe au niveau de la technologie, c'est que ce n'est pas unidimensionnel. La technologie peut servir à plusieurs fins. Elle peut être là pour prendre des décisions. Par exemple, on a lancé tout récemment, ça fait quelques mois, AIDA, qui est notre robot souscripteur d'assurance. Alors, pour toutes les polices d'assurance vie relativement simples, AIDA prend la décision immédiate de souscription et ça fait seulement 3 mois, on a déjà 11 de nos polices qui ont été souscrites par voie de ce souscripteur-là automatisé qui est intelligent. Maintenant, dans d'autres cas, comme je parlais de notre outil de planification de la retraite, c'est un outil d'aide à la décision. Alors, l'outil va indiquer, par exemple, quel est le profil général. Pas le profil général, en fait, c'est assez spécifique. Quelqu'un qui reste dans votre quartier avec votre revenu, qui a le même type de profil que vous, va normalement dépenser tant en loisirs, en santé et autres dans les années futures. Mais ça reste un outil d'aide à la décision et la relation donc du conseiller, elle est transformée, elle est bonifiée parce que là, il peut travailler avec un outil qui est beaucoup plus performant, avec une intelligence qui est beaucoup plus spécifique. Bien, justement, juste avant d'aller plus loin, là, vous me permettrez, moi je suis, genre, des conférences et des colloques, d'une salle aussi remplie à Québec pour le Cercle Finance, je pense que c'est absolument remarquable
comme à la fois niveau d'intérêt, mais capacité d'organisation. Et sincèrement, moi, je suis impressionné. Alors, on le fait souvent à la fin, là, mais je pense qu'il faudrait féliciter les organisateurs pour la tenue de cet événement. Absolument. Absolument. Bon, allez, alors, là, vous m'ouvrez une porte, vous venez de dire le AIDA, puis ici, puis... vous savez, vous allez sur TripAdvisor, vous faites une recherche pour trouver un hôtel à Paris, vous allez à Paris. Pendant 3 mois, TripAdvisor va vous envoyer des suggestions d'hôtels à Paris dans tel cas. On connaît tout de nous. Est-ce que vos consommateurs peuvent pas, à un moment donné, se dire, ils en savent tellement sur moi, et même se rebiffer en disant, j'ai plus de secret. Ils en savent. Puis je comprends que ça permet de l'efficacité et une offre sur mesure, ce que l'on souhaite, mais il ne peut pas y avoir comme, à un moment donné, des réticences à dire, écoutez, est-ce que je peux avoir du secret, là, une vie privée? Est-ce que ça arrive qu'il y a ce genre, j'allais dire, de gens qui sont réfractaires à ce qu'on peut leur proposer? En fait, ce qui est important, je pense, dans tout cet exercice-là, puis on parle de la protection de la vie privée, en fait, ici, ce qui est important, c'est le mot éthique. Ça prend une très, très grande éthique des organisations. Et je pense que, bon, évidemment, dans le domaine de l'assurance puis de l'investissement, on est en business depuis plus de 130 ans. On accumule de l'information pour nos clients depuis 130 ans et on la conserve d'une façon très, très privilégiée. Vous avez rarement entendu parler de fuite d'informations qui venaient d'une entreprise de services financiers. Maintenant, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, il faut faire attention. Mais c'est toute la question d'éthique et ce que j'appellerais du purpose, de l'objectif qu'on a. Alors, quand on accumule de l'information, nous, comme entreprise de services financiers, c'est pour personnaliser l'offre de service. Notre modèle de revenu, il est basé sur un service, un produit qu'on offre à un client et non pas sur la vente de ses données personnelles. Alors, ça impacte beaucoup. Notre modèle d'affaires, il n'est pas fait sur la vente de données personnelles. Et on n'accumule pas cette information-là dans ce sens-là. On l'accumule plutôt pour, effectivement, améliorer l'expérience client. Et dans ce sens-là, je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions, mais il reste qu'en général, c'est ce que nos clients nous demandent et c'est ce qui a amené cette transformation numérique. Mais je pense que le mot-clé, c'est éthique. Éthique, oui. Et je pense que ça s'applique aujourd'hui plus que jamais. Ceci étant, je reviens à M. Crispin, il y a un paradoxe. Ces ménages qui se disent, d'après les sondages, de plus en plus confiants, de plus en plus informés, de plus en plus en mesure de prendre des décisions et de se dire ce qui est le mieux pour leur avenir et celui de leurs proches, ils n'ont jamais été aussi endettés. Dans une période où on sait que les taux d'intérêt vont finir par remonter, là, la Banque du Canada nous l'annonce d'ailleurs, et le service de la dette, d'après Equifax, va atteindre 15 c'est au niveau personnel, c'est un sommet historique. Alors, les gens sont bien informés, bien confiants, et ils n'arrêtent pas de s'endetter au moment où ça va leur coûter plus cher. Comment on peut comprendre? Bien, effectivement, il y a un paradoxe. La réalité, c'est dans ce que j'appellerais l'espèce de discipline financière. On va dans des rencontres où on rencontre différents types de gens, puis si on pose la question, combien d'entre vous avez un budget, je vous rassure qu'on entend des cigales chanter. Là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui prend vraiment, alors qu'il y a plein d'outils. Aujourd'hui, il y a des agrégateurs de données qui sont capables presque en temps réel de vous donner un portrait financier assez juste de toutes les transactions que vous avez faites de votre portrait financier. Ils sont même capables, en fonction d'objectifs que vous êtes donnés, bien, les dépenses que vous faites, bien, si vous voulez, je ne sais pas, payer les études de vos enfants, mais vous avez décidé entre-temps de faire un voyage autour du monde, bien, voici combien d'années ça va vous prendre pour aller accumuler. Ce n'est pas de la fiction, ça existe aujourd'hui. Donc, je pense qu'effectivement, le paradoxe il est dans ce fait qu'il y a une, j'allais dire, surconsommation ou surabondance d'informations que les gens essaient de capturer pour mieux saisir, mais en même temps, les comportements, ça, la dynamique humaine est un peu différente. Parce qu'effectivement, c'est vrai au Canada, mais c'est vrai aussi aux États-Unis. La discipline financière n'est pas tout à fait là où elle devrait être. La littératie financière par conséquent. Et on a encore du travail à faire. Je vois déjà, je vous félicite, on a déjà plein de questions qui s'affichent sur l'écran.
On y reviendra là, dans vraiment pas longtemps parce qu'il y a vraiment une belle participation. Je voudrais revenir du côté de M. Payette. C'est intéressant, vous avez parlé de la question d'éthique, l'innovation technologique. Maintenant, au bout de tout ça, là, et c'était, c'était sous-jacent à toute votre présentation, c'est la fameuse relation client. Ultimement, c'est ça qui doit toujours guider votre travail. Même si vous avez les meilleurs gizmos du moment, là, cette relation client, elle doit demeurer au cœur même de votre activité. Et est-ce que ce mot, cette espèce là, d'élément incontournable, vous réussissez à l'appliquer à l'ensemble de votre industrie et de votre effectif? Bien, je vais parler pour notre organisation, mais effectivement, quand on regarde notre objectif ambitieux, qui est de devenir une entreprise numérique, ça ne se termine pas là. C'est une entreprise numérique axée sur le client. Et il faut comprendre les modèles d'affaires. On est là pour être en affaires. Donc, il faut que ce soit une relation gagnant-gagnant. Effectivement, si on perd de vue le besoin du client, l'intérêt du client, on perd rapidement le marché. Et je peux vous dire, particulièrement au Québec, le Québec, c'est probablement le marché le plus compétitif en services financiers. Ah oui? Effectivement. Tout à fait. Et si on perd l'objectif client, on perd automatiquement, on perd le marché. Ça se fait, c'est une relation rapide, très, très importante. Et je voyais la question tout à l'heure, je vais l'adresser tout de suite. Allez. Il disait, ouais, mais qu'est-ce que vous faites avec l'information que vous ramassez avec Vitalité? Effectivement, Vitalité a été créée pour encourager les clients à adopter des saines habitudes de vie. Et on l'a constaté, et c'est une relation gagnant-gagnant. On est en assurance vie. Si nos clients sont en santé, c'est mieux pour eux, c'est mieux pour nous aussi. Et il n'y a rien de mauvais à une relation gagnant-gagnant, au contraire. Alors, l'information qui par ailleurs, est donnée par les clients qui s'inscrivent sur le programme Vitalité sont colligés par une entreprise par ailleurs indépendante qui nous fournit, après ça, un statut. Un statut or, on parle de bronze, argent, platine, etc. Et ça permet des réductions d'assurance, de coûts d'assurance, et ça permet d'aller chercher des rewards, des avantages, si on veut, multiples, comme payer votre montre Apple Watch. D'ailleurs, quand on a fait l'association avec Apple Watch, nos ventes ont augmenté immédiatement de 28 %. Les gens d'Apple seraient contents d'entendre ça parce que ces temps-ci, ça ne va pas aussi bien que ça pour le reste de leurs affaires. Peut-être, si vous permettez, pour enchérir sur ce dont on parlait tout à l'heure, c'est sûr qu'au cœur de cette relation-là, comme on l'a dit, c'est le client. Tout le monde va le dire, c'est très clair. La technologie, puis je l'ai bien mentionné dans mon allocution, notre volonté, ce n'est pas de devenir une entreprise numérique au sens propre. C'est que le numérique devient un outil de contact, un outil qui permet de rentrer en relation avec nos différents membres et clients qui ont différents horizons, qui ont différentes particularités. L'idée ici, c'est d'être capable dans chacune des relations, être capable d'être, dans le fond, à l'avantage du client, puis de lui répondre selon les besoins qu'il a, selon les canaux qu'il privilégie. Donc, tout ça, l'enjeu, c'est l'intégration de cet univers de données-là. Naturellement, quand on a parlé d'éthique tout à l'heure, c'est la question la plus fondamentale parce que les gens, c'est une relation de confiance à la base. Donc, quand les gens nous donnent accès, ils doivent y consentir. Ça ne peut pas être une situation où, par décret, on s'approprie ces informations-là. Notre chef des technologies nous dit tout le temps que c'est possible avec les informations, étant donné qu'on a plusieurs activités. Bien, les informations qu'on détient sur les cartes de crédit, sur le côté bancaire et l'ensemble d'informations, on est capable de prédire avec pas mal de justesse des comportements à venir ou des achats à venir. Donc, il faut manipuler cette information-là avec beaucoup de doigté. Et naturellement, à la base, comme je disais, c'est une relation de confiance. Il faut qu'on en ait eu l'autorisation. Une fois qu'on a eu l'autorisation, par contre, on peut offrir différents paniers de services, comme je pense Richard le disait. Mais d'abord et avant tout, c'est une relation qu'on ne peut pas, à laquelle on ne peut pas tourner le dos parce que c'est la base de toute la relation. Avant d'aller aux questions, vous avez déjà abordé une des questions, M. Payette, je vous remercie. Vous savez, c'est le fun quand un animateur est plus un modérateur. Un animateur, c'est parce que ça devient un peu plate. Là. Modérateur, c'est ce qu'on espère le plus. Là, on est directement dedans. Je vais vous poser une question à tous les deux. Vous l'avez abordé en partie. Vous avez parlé
M. Crispin, du fait qu'en Europe, on est en train d'ouvrir des réglementations, même si par moments ils sont antillonneux, là, qu'on puisse payer en faisant affaire à Google, Facebook. Il y a même Amazon, dont on sait clairement là, qu'ils ont des intérêts et des ambitions claires en matière de services financiers. Vous voyez, et tous les deux, là, comment cette arrivée... Vous savez, à un moment donné, on a dit que Amazon, c'était un Death Star, qu'il n'y avait pas une industrie qui était à l'abri de l'invasion, et l'industrie des services financiers ne fait pas exception. Comment ça peut être à la fois profitable, les Google et Facebook de ce monde, sans que ça vienne vraiment, je l'ai dit, entamer le marché, vos parts de marché, et aussi la souveraineté, si je peux dire, qu'on a sur nos propres affaires? Moi, je peux prendre la question. Je veux dire, on peut s'y opposer, on peut y tourner le dos. La réalité, c'est que c'est pas de la science-fiction, c'est pas de la finance-fiction. Ça va être avec nous très bientôt. Le Canada, comme je le disais, est encore en train de revoir le tout, mais en Europe, il y a une acceptation beaucoup plus grande de ce type d'approche de partenariat ou d'utilisation des données. Donc, pour nous, ça veut dire, déjà dans les choses qu'on transforme, on est déjà en train de penser dans les 3, 5, 10 prochaines années, quelles sont les connexions dont on aura besoin, comment on va devoir manipuler le tout. Naturellement, encore une fois, pour moi, c'est une question de changement de modèle d'affaires parce que les gens vont pouvoir utiliser ces données-là tout en gardant leur compte, leur relation avec leur banque ou avec leur institution financière et être en mesure d'aller chercher, dans le fond, le meilleur de ce que l'environnement a à offrir. Donc, pour nous, c'est comment on fait pour ouvrir ces plateformes-là en maintenant la sécurité. On parle beaucoup de cybercriminalité, donc ça va être des dépenses massives à faire. Donc, pour moi, c'est une évolution qu'on doit embrasser et non pas s'y opposer parce que, je veux dire, ça a pris, si on parlait de 130 ans, l'industrie s'est bien établie, mais dans les 10 à 15 prochaines années, l'industrie qu'on connaît aujourd'hui ne sera pas la même. Donc, on parle de Darwin, souvent, c'est ceux qui vont pouvoir s'adapter, qui vont survivre. Ça, j'en suis absolument convaincu. Puis les forces qui existent, l'Australie, qui est un relativement petit pays, embrasse déjà ces changements-là, puis est déjà à l'avant-garde. Donc, on peut s'y opposer, essayer de construire des murs, un thème qui est de vogue ces jours-ci, mais la réalité, c'est que il n'y aura pas de barrière à ce niveau-là. Donc, je pense qu'on n'aura pas le choix. Avantages ou désavantages de cette pénétration, voire un jour de cette intrusion? Bien, je pense que c'est un avantage. Moi, quand je regarde, l'industrie des secteurs financiers a évolué sensiblement déjà à plusieurs égards, puis je vais sortir de la technologie pour 2 minutes. Mais si on regarde, on est maintenant des acteurs, effectivement, dans l'amélioration de la santé, qu'elle soit financière, mentale ou physique. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. On n'en parle pas suffisamment de ça. On parle de l'argent qui est fait par les institutions financières. Je veux bien, mais je vais dire comme à l'époque mon ami André Bérard, qui était à la Banque nationale, c'est pas mauvais de faire de l'argent. Ça permet effectivement d'investir, de s'améliorer, d'investir dans les ressources et d'avancer dans la vie. Alors, quand on regarde l'arrivée de nouveaux joueurs dans le marché, qui d'abord se présentaient comme des disruptors, des gens qui venaient déranger l'industrie, de plus en plus, ce qu'on voit aujourd'hui, particulièrement au niveau des startups, les gens ne se positionnent plus comme des disruptors. Ils se présentent maintenant comme des partenaires. Et nous, dans les plus grandes organisations, effectivement, on s'est ouvert à travailler avec des partenaires qui ont une partie de la solution, mais seuls, c'est juste une partie de la solution. Puis dans ce sens-là, je pense que les autorités de réglementation, pour reprendre votre mot tantôt, ne sont pas nécessairement tatillons. Puis je lève mon chapeau à l'AMF, entre autres. Puis des fois, ça peut être lourd. Mais il y a une protection du client qui est très, très importante et je pense qu'on la partage tous. C'est vrai chez Desjardins, c'est vrai chez nous. On partage l'importance de cette protection-là du client parce que c'est une industrie qui est basée sur la confiance. Exactement. Ouais, je ne faisais pas tant référence à l'AMF, la Commission européenne, qui a aussi des intérêts politiques là-dedans quand ils voient les entreprises américaines débarquer chez eux. Est-ce qu'on pourrait nous remettre, s'il vous plaît, des questions, parce qu'on avait perdu les vitalités. La question, puis je pense qu'on va revenir là, sur le plancher des vaches, là. Quelle sera la place du conseiller dans 5 ou 10 ans? Quels seront les efforts mis en place par les compagnies pour aider les conseillers
notamment sur le web? Bien, je pense qu'il y a déjà une évolution, ne serait-ce que dans la façon dont les gens interagissent. Nous, on a mis en place dernièrement toutes les suites, là, je ne vais pas faire de publicité, mais Microsoft, les outils que ça permet, on l'a déployé à un ensemble dans nos réseaux. Et c'est très rapide que très rapidement que les gens ont adopté ces technologies-là pour être présents en face de leurs clients, de leur relation d'affaires au moment qui convient à ces gens-là, parce qu'il n'y a rien de pire que d'aller rencontrer des gens à un moment où ce n'est pas approprié. La relation ne peut pas être aussi fluide. Donc, il y a toutes sortes de choses qui se font en vidéoconférence, il y a toutes sortes de choses qui se font sur des nouveaux modes d'information, de transmission, de signature électronique. Donc, encore une fois, la technologie vient nous aider à gérer ce qui est le plus précieux aujourd'hui. Je pense que vous conviendrez, c'est notre gestion de temps. On est sollicité, on est sursollicité. On a tous nos appareils mobiles. On est en mode 24/7 pour la plupart d'entre nous. Et ce que ça permet de faire, c'est de gérer ce temps-là. Donc, je pense que ça va être des outils qui vont permettre aux gens de gérer leur relation, d'avoir accès à une information qui est beaucoup plus personnalisée. On ne sera pas dans les généralités. Puis, normalement, si c'est fait dans l'intérêt de cette relation-là, je pense que ça va venir bonifier. Donc, moi, je suis très à l'aise avec cette évolution-là. Puis, les gens, de toute façon, sont tellement stimulés. Je ne veux pas reprendre les mêmes analogies qu'on a prises tout à l'heure, mais c'est vrai dans d'autres industries qui se sont transformées. C'est une question de temps que dans l'industrie des services financiers, ces mêmes enjeux-là ou ces mêmes révolutions-là se fassent sentir, parce que ça fait partie des attentes des clients qui veulent une relation rehaussée, et comme je disais, là, pour leur permettre de mieux gérer leur temps. Alors, vous-même, la place du conseiller dans 5 ou 10 ans, M. Payet? Je pense qu'on peut s'inspirer de ce qu'on a vu dans d'autres secteurs d'activité. Et je prends par exemple le domaine comptable, que je connais bien aussi. Et il y a eu une époque où on a informatisé les choses. D'ailleurs, aujourd'hui, un comptable qui fait juste faire le tenu de livre, il n'y en a plus beaucoup parce que ça se fait très facilement. En tout cas, les prix ont chuté sensiblement parce que la technologie a permis effectivement de travailler ces choses-là très facilement. Ce que ça a amené, toutefois, ça a amené une possibilité pour ces gens-là de devenir des conseillers. Ce qu'on appelait des trusted advisors. C'est le même concept dans notre milieu, je pense. Quand je regarde chez Manuvie, on regarde maintenant le concept de ce qu'on appelle le conseiller bionique, pas robotique. C'est pas un robot là, qui remplace le conseiller. On croit dans le conseil indépendant, mais c'est un conseiller qui... Il y en a plusieurs, évidemment, conseillers qui sont déjà à travailler à ce niveau-là, mais qui arrivent au niveau du conseil. Alors, si on a une masse d'informations qui est déjà analysée, au lieu de passer le temps à la réanalyser, à ce moment-là, on peut travailler avec notre client pour comprendre et adapter la solution. Vous avez quand même abordé tout à l'heure la question du robot conseiller, en disant qu'il y avait de plus en plus de demandes là-dedans. Ça peut se faire en parallèle? Ça peut se faire, ça va se faire en parallèle. Ceci étant dit, il y a des choses, quand je parlais de notre souscripteur là, automatisé, AIDA, évidemment, c'est plus... Comme on dit back-office, ça ne paraît pas pour les gens. Mais ça, pour des polices d'assurance de base, c'était un exercice qui était relativement simple et ça réduit les durées des missions de police, mais sensiblement, drastiquement. Alors, c'est au bénéfice du client, encore une fois. Maintenant, ça affecte un peu la vie du conseiller dans le sens où il a plus rapidement à retourner à son client pour lui dire, voilà, j'ai le résultat du travail, d'une part. Puis d'autre part, là, on peut commencer à regarder autre chose. On peut faire d'un budget, peut-être faire de la planification. On le disait tout à l'heure. Oui, ça va amener à vendre des produits d'investissement, c'est vrai. Mais les preuves sont là. Ceux qui utilisent un conseiller financier vont avoir une richesse accumulée nettement plus grande. Effectivement. Et vous voulez continuer là-dessus? Non, mais dans le même sens, le conseiller, il y aura une valeur ajoutée qui va être différente de peut-être les différentes étapes qu'il y a aujourd'hui. Je pense que ça va venir bonifier la relation. C'est un peu ça là, que ces outils-là, tant que ça devient des outils, une aide à la relation, comme je disais tout à l'heure, ça va venir bonifier. Je ne les vois pas. La question suggérait, est-ce que ça va disparaître d'ici 5 à 10 ans? Encore une fois, moi, ma vue là-dessus, c'est que tous ces outils-là ne vont venir que bonifier les relations, mais la relation humaine à la base va demeurer. On le voit dans les différents parcours que les gens regardent. L'omnicanal, on en a parlé beaucoup, mais très souvent,
même quand ils sont prêts à prendre leurs décisions, des fois, et puis il y a différentes strates d'âge, niveau de familiarité avec les outils technologiques, mais c'est quand même très élevé comme proportion, la relation où, à la fin, on veut se faire réconforter par quelqu'un en qui on a confiance. Puis, une fois qu'on a été chercher les informations, bien, cette relation-là, elle est quand même testée parce que je sais de quoi je parle un peu plus. Donc, je pense que c'est un peu ça qu'on voit là. Et si vous me le permettez, c'est transformationnel. C'est transformationnel dans le sens où ça touche tout le monde. Les changements technologiques, c'est pas vrai qu'on va avoir juste des ingénieurs puis des scientifiques du data, mais ça touche tout le monde. D'ailleurs, on a lancé notre hub d'innovation au mois de mars dernier, un volet qui était en recherche, effectivement. On a au-delà de 125 chercheurs, pas chercheurs, mais personnes en recherche et développement à Montréal. Mais on a un volet qui se concentre sur la gestion de l'impact de la digitalisation, de la technologie sur notre force de travail. Parce que ça affecte les conseillers, ça affecte aussi nos forces de travail. Et ça, il faut réfléchir à ça pour voir comment on adapte. On fait de la revue de compétences, des nouvelles compétences, on acquiert des nouvelles compétences. Alors, le statu quo n'est plus une option. C'est toute la gestion de changement, effectivement. Je vois quelque chose qui aborde une question qu'on a effleurée tout à l'heure, là, mais ça veut dire qu'il y a des préoccupations dans la salle. Alors, j'y fais écho. Comment entrevoyez-vous la tension entre l'open banking et le droit à la vie privée des citoyens? Ben, c'est drôle, on a fini en parlant de gestion de changement. Je pense que c'est pour chacun, il y a des gens pour qui ça va être un facilitateur dans leur consommation de produits financiers. Ça va leur permettre une vie peut-être plus fluide en termes des différents outils financiers qu'ils auront. Il y en a d'autres pour qui aujourd'hui encore résistent beaucoup à toute l'utilisation des médias sociaux, qui restent un peu en retrait. Donc, chacun va adopter ce genre de technologie-là à son propre rythme. La réalité, c'est qu'il y a quand même plusieurs transactions, plusieurs opérations de base qui vont migrer tranquillement sur ces réseaux-là parce que, bon, disons-le, c'est moins coûteux, c'est plus facile à suivre. Donc, il y aura toujours la question de consentement. Puis j'imagine les régulateurs qui sont dans la salle vont toujours porter une attention et avec raison parce que, là encore, à la base, c'est la relation de confiance. Donc, moi, je pense que ça va se faire à géométrie variable. Pour la question du droit des citoyens à la vie privée, je veux dire, c'est un droit qui est fondamental. On a juste à voir les levées de boucliers dont on a fait état lorsqu'il y a eu des fuites, que ce soit chez LinkedIn ou d'autres. Les gens se sentent un petit peu envahis dans leur intimité. Donc, il y aura de plus en plus des outils qui seront développés, des clés d'encryption. Je ne suis pas quelqu'un de technologie, mais on voit comment l'évolution va à une grande vitesse. Ce dont je parlais tout à l'heure, la capacité computationnelle va nous permettre d'avoir de meilleures barrières. Donc, tout ça, je pense, ça va évoluer au même rythme que les besoins ou la demande qui va se faire. Mais il y a des gens qui adoptent déjà ces technologies-là. Il y a un mouvement qui va venir de l'Europe, forcément. Comme je disais, il y a déjà une plus grande sensibilité à ce genre de choses-là. Donc, moi, je pense que ça va faire partie de l'évolution. Et vous dites que la transformation est en cours, et je pense que les gens, certaines catégories de gens, peut-être pas nécessairement les plus âgés, sont prêts à l'embrasser, oui. Mais vous avez dit aussi, ils ne veulent pas être envahis. Moi, je dirais même, ils ne veulent pas être trahis. Et ça, à un moment donné, là, c'est un lien qui est ténu et qu'il faut préserver. J'imagine qu'à travers tout le reste, ça doit demeurer. Et je vous demanderai ça, vous également, sur cette question de l'open banking. Comment vous réagissez? Bien, si on regarde, toute transformation amène des tensions. Puis c'est dans les tensions qu'on peut trouver des opportunités. Il y a des solutions qui vont devoir être trouvées à des problématiques. On pourrait toutes les énumérer, il y en a une gang, là. C'est pas ça qui manque, mais il y a des opportunités pour des entreprises d'identifier quelles sont les solutions qui vont amener à ce que ces tensions-là, d'aujourd'hui, deviennent les acquis de demain. Mm-hmm. Tu sais, quand on pense, par exemple, à l'utilisation d'un téléphone intelligent, il n'y a pas si longtemps, on remonte, je ne suis pas plus jeune que toi, Grégory. Et si on remonte dans le temps, il y a 10 ans environ, effectivement, à l'introduction du téléphone à Apple, il y a des gens, moi je me rappelle, ma mère ne voulait pas toucher à ça. Elle pensait effectivement que sa vie privée serait sur toutes les tribunes. D'ailleurs, j'ai failli la faire mourir à un moment donné parce qu'elle a été convaincue par ma belle-fille d'acheter des billets sur Internet comme ça à partir de sa tablette.
Puis j'avais entendu ça. Quand elle est rentrée dans la maison, j'ai dit, man, ils ont volé votre carte de crédit. Elle a failli mourir là. mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, elle transige régulièrement. C'est un acquis maintenant. C'est un acquis. Et je pense que c'est vrai qu'il n'y a même pas ce generational gap, comme on dit. Ben, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Très souvent, ça, c'est un des mythes. On a l'impression que la technologie, bon, c'est les jeunes, c'est les milléniaux, puis les gens plus âgés, ils ne touchent pas. C'est vraiment un mythe. On a chez nous une dame qui s'occupe de, dans le fond, la convivialité des applications. Elle a 50 ans de service chez Desjardins, puis c'est ce qu'elle fait encore aujourd'hui. Donc, c'est quand même remarquable. Donc, elle regarde vraiment les applications sur iPad, sur les différents médiums, et elle s'assure qu'elles soient conviviales, toute l'ergonomie de ça. Donc, je pense qu'il y a quand même tout un segment de la population qui utilise puis qui embrasse ces technologies-là. Je pense que c'est un incontournable. Ceci étant dit, c'est le taux d'adoption qui va être à géométrie variable. C'est correct comme ça. Et je pense que je vais terminer avec une question qui vient de la salle, mais qui résume l'essentiel, la thématique de la discussion aujourd'hui. Et je vais vous demander de terminer ainsi en vous adressant justement à votre public. C'est des confrères, c'est des partenaires, éventuellement des compétiteurs, mais des gens avec qui vous êtes en bonne intelligence. Et on dit, en date d'aujourd'hui, les institutions financières sont-elles précurseurs du changement ou est-ce qu'elles s'adoptent juste à la révolution technologique en y étant probablement forcées? Et j'aimerais que ça soit le mot de la fin de vous deux. Bien, je dirais un peu des deux. Un peu des deux. Comme je l'ai mentionné en entrée de jeu, on a tous nos enjeux technologiques. On a des systèmes qu'on veut faire, qu'on veut adapter, qu'on veut moderniser parce que la vélocité des interactions qu'on a avec nos clients l'exige. Donc ça, c'est un modèle d'affaires qui se transforme. En même temps, il ne faut pas que ce soit la technologie pour la technologie. Donc, dans ce sens-là, on ne veut pas tout simplement adopter les différents modes. On veut être sûr que nos actions sont au bénéfice et à l'avantage des clients qu'on dessert, des membres qu'on dessert. Donc, pour nous, ça demeure toujours une question de relation avec les personnes qui sont chez nous, puis être capable d'aller chercher l'ensemble des informations pour bien les desservir. Donc, c'est ça qui est au cœur de cette transformation-là. Mais ce n'est pas la technologie, le numérique comme une fin en soi. Donc, à cet égard-là, précurseur dans certaines choses, on sera des smart followers dans d'autres. Puis, la relation de confiance, on en est toujours très conscient, le regard que les gens auront sur une organisation comme Desjardins dans son marché. Le jugement va toujours être très sévère, donc on va faire très attention. C'est vraiment au centre de nos préoccupations. M. Payette, le mot de la fin vous appartient. Je vous dirais effectivement que l'industrie des secteurs financiers avait pris du retard au niveau de la révolution numérique et c'était malheureux. Maintenant, il y a 2 ans, j'ai vu une étude plutôt de CGI qui mentionnait qu'au niveau mondial, il se ferait 2 fois plus d'investissement en innovation et en technologie dans le domaine des services financiers que dans le domaine manufacturier. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des bouchées doubles qui se prennent actuellement parce qu'il y a des opportunités qu'on doit saisir et c'est incontournable. C'est une révolution qui va de l'avant. C'est comme si, à l'époque, quelqu'un avait décidé de mettre 10 chevaux sur sa calèche au lieu d'acheter un char. Bien, ça ne marche pas à long terme. Ça peut marcher tranquillement, mais ça ne marche pas à long terme. Alors, il faut embarquer dans cette révolution technologique-là. Et ce n'est pas juste de la technologie, effectivement, c'est nos comportements, c'est comment on interagit avec nos clients. Et c'est ça qui est la clé. C'est ça qui va nous faire gagner comme industrie. Bien, vous avez eu droit, je pense, à une discussion de très haut niveau sur un sujet qui peut paraître par moments un peu éclaté et même un peu hors d'atteinte, mais qui maintenant se matérialise au jour le jour par des gens qui manifestement étaient au fait de cette discussion qui est la discussion du 21e siècle. Richard Payette, Grégory Crispin, merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, messieurs. Monsieur Crispin, Monsieur Payette et Monsieur Vézina. Alors, on peut retenir que malgré les changements technologiques, c'est une industrie de personnes au service des personnes. C'est la clé
de l'ensemble des acteurs ici aujourd'hui. Et puis, comme disait M. Payette, de ne pas prendre le vent de face, mais prendre la technologie pour nous aider à aller de l'avant. Alors, sur ce, merci à tous. Merci beaucoup. Et puis, on vous attend à 14h05 au premier étage. Volet A, régime de retraite, et B, finances, services personnels. Merci.